dimanche en politique, réforme des retraites en France, la saga continue. Une saga trépidante, donc 15 jours de débat parlementaire un peu surréaliste. Ils se sont terminés vendredi à minuit dans le chaos. Un débat rythmé par 5 journées de mobilisation contre ce texte. Alors chaque camp joue sa partition. Quelle issue? On en parle avec nos éditorialistes. Bienvenue Elisabeth Pinault. Bonsoir. Vous êtes correspondante à l'Élysée et à Matignon pour l'agence de presse Reuters. Et avec vous sur ce plateau, avec moi aussi, Perrine Tarnot, directrice de l'information de Public Sénat. Bonsoir. Alors Perrine, on commence avec vous. Quelle séquence a retenu votre attention? J'ai choisi la toute fin de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale vendredi soir, quand les députés de la France insoumise sont sortis en chantant l'hymne des Gilets jaunes. On est là, on est présent, et puis recouvert par la Marseillaise, chantée par d'autres députés des autres bancs. Voilà, je trouve que c'est assez emblématique de l'ambiance qui a régné à l'Assemblée nationale ces 2 dernières semaines. La bordélisation, comme a pu le dire le ministre Gérald Darmanin, exactement. Je pense qu'on va y revenir après dans les détails, à voir qui sort perdant, qui sort gagnant de cette séquence. Mais voilà, je trouvais que ça résumait assez bien l'ambiance à l'Assemblée ces 2 dernières semaines. Effectivement, vendredi minuit, donc une ambiance assez chaotique. Vous êtes un peu dans la même tonalité, Elisabeth. Oui, j'ai retenu cette toute dernière image dans la nuit d'Olivier Dussopt, tout seul sur le banc, complètement épuisé, grippé, après 15 jours de vocifération. Lui qui a essayé de défendre cette réforme, et tout reste à faire pour le gouvernement. Il ne réussira sans doute pas à convaincre une majorité de Français du bien fondé de sa réforme, mais en tout cas, il est toujours... il veut toujours la faire passer, et c'est un nouvel épisode qui s'ouvre. Alors justement, on va l'écouter juste avant qu'il se repose sur le banc. Il s'est exprimé, il a marqué la fin des débats, et il a eu ce discours, le ministre du Travail. On l'écoute. Le gouvernement saisira le texte, le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Mais c'est vrai qu'il était au bord du craquage. Là, on sentait vraiment que ça avait été très compliqué. C'est vrai qu'il a été en plus attaqué personnellement sur ce texte. Oui, j'étais à l'Assemblée moi vendredi, peut-être toi aussi. C'était voilà, il y avait de la tension, il y avait de l'amertume, il y avait vraiment des larmes aux yeux, il y avait une fatigue immense, une impression de gâchis quand même pour beaucoup. Et puis la France insoumise qui continuait de batailler. Il y avait encore beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, quoi. C'était très humain, d'une certaine façon. On aimerait comprendre la faute à qui on va continuer à dérouler, mais c'est vrai, est-ce que c'est LFI effectivement qui a mis beaucoup d'amendements pour bloquer, pour ralentir le texte, ou le fait aussi que ça soit très très court finalement pour débattre de ce texte? C'est la faute à tout le monde? En fait, on a beaucoup parlé effectivement de l'obstruction de LFI, mais quand même le péché originel, si je puis dire, c'est quand même le fait que le gouvernement ait présenté cette réforme des retraites via un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, avec un temps limité, le fameux article 47 alinéa 1 de la Constitution, donc un temps très limité pour la discussion des débats. Et les deux, en fait, ont fait qu'il y a eu une espèce de spirale, une dynamique négative, en fait, et qui a empêché d'aller sur le fond du texte, malgré le fait qu'une partie des forces de gauche, les écologistes, les communistes, ont retiré une grande partie de leurs amendements pour essayer d'arriver jusqu'au fameux article 7 qui fixait l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Ça n'a pas suffi. La France insoumise, elle a poursuivi son travail un peu d'obstruction pour empêcher finalement d'arriver jusqu'à l'article 7. Donc on est rentré dans cette espèce de spirale très négative qui fait que finalement ça n'a abouti à rien. Oui, finalement, oui, c'est ça. Maintenant, à l'Assemblée nationale. Voilà, le texte arrive au Sénat. Alors tout ça pour ça. On repart de zéro. Oui, en quelque sorte, personne n'a rien lâché. Le gouvernement qui veut vraiment et toujours aller au bout de sa réforme, et la France insoumise qui veut absolument contester et qui a refusé donc à une courte majorité de voter cet article 7 pour que ne pas que la messe soit dite. Si cet article était voté, c'est vrai que ça aurait pu donner un coup d'arrêt à la mobilisation, mais ils ne l'ont pas souhaité. Donc tout reprend au Sénat, vous l'avez dit, après une pause de vacances bienvenue début mars, le 2 mars en séance. Et là, le texte revient, il va y avoir
on l'espère quand même, cette fois du fond. Il va être discuté sur le fond pendant 15 jours, week-end compris s'il le faut, pour essayer d'aller au bout. Mais évidemment, le Sénat est en majorité à droite et évidemment, la droite parlementaire du Sénat va vouloir mettre sa patte. Oui, donc la droite, rôle très important. On va revenir sur la droite, où là aussi, il y a quand même des divisions, puisque vous le savez mieux que moi, le vice-président Aurélien Pradié, il est limogé par Éric Ciotti. Il n'était pas du tout sur la même ligne. Pourtant, son amendement à Aurélien Pradié est passé. Finalement, comment ça va fonctionner les LR? Très mauvaise séquence, effectivement, pour les Républicains, dont on peine maintenant à savoir quelle est exactement leur position, y compris même leurs sympathisants et leurs militants sont un peu perdus sur la ligne des Républicains. Je pense que le fait que le texte maintenant arrive au Sénat, ça va permettre un petit peu de le remettre, j'ai envie de dire, au centre du village de la droite traditionnelle. Il faut quand même se rappeler que dans les derniers programmes des Républicains, eh bien, l'âge de départ à la retraite était fixé à 65 ans. Éric Ciotti lui-même était pour aller jusqu'à 45 années de cotisation. Donc là, le texte arrive au Sénat. Le Sénat, ça fait plusieurs années qu'il vote en fait un amendement chaque année dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour fixer justement cet âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc finalement, là, il est en accord avec le gouvernement. Donc la majorité sénatoriale va faire son texte. Le gouvernement va pas avoir tellement de marge de manœuvre parce que qu'est-ce qui se passe après l'examen au Sénat? On rentre un peu là dans la procédure parlementaire. Mais une fois que le texte aura été adopté, s'il est adopté par le Sénat, députés et sénateurs vont se réunir, 7 députés, 7 sénateurs, au sein d'une commission mixte paritaire. Et là, ces députés et sénateurs vont devoir se mettre d'accord sur un texte final qui sera ensuite voté par l'Assemblée et par le Sénat. Or, sont majoritaires dans cette commission mixte paritaire essentiellement des députés Renaissance et des sénateurs de droite. Donc il va falloir vraiment que le gouvernement se mette en accord avec les Républicains, avec la majorité sénatoriale de droite, pour trouver un texte final qui puisse être à la fois voté par l'Assemblée nationale et donc avec les Républicains à l'Assemblée nationale et voté par le Sénat. Et les Républicains qui voient quand même leur numéro 2 se faire limoger. Les Républicains aussi qui ont dit non à l'index senior, qui était, donc ça c'était un revers pour le gouvernement, donc c'est un peu compliqué aussi. Comment ils vont faire? Oui, alors c'était compliqué. Et moi, je vois un peu comme une diction d'Aurélien Pradié, comme une volonté de clarifier un peu les choses. Il fallait un peu faire le ménage, parce que cette voix discordante qui n'en finissait pas d'être une voix interne, une espèce de fronde interne, même s'il n'a pas tant de députés autour de lui. Mais enfin, déjà, ils ne sont pas très nombreux, les députés républicains, ils sont 61. Et il y avait cette voix discordante. Et puis, je crois qu'il a donné une interview à Nice Matin en fin de semaine. Et je crois que ça a été le coup de grâce. Éric Ciotti, c'était sur ses terres, il ne l'a pas supporté. Et je pense que c'est ce qu'il a décidé à l'évincer du poste de numéro 2. Donc maintenant, on va voir si cette éviction crée une fronde interne au sein de LR ou si elle clarifie les choses, parce que c'est vrai qu'il y a une culture quand même du chef, une culture pyramidale à droite. Et là, bon, c'est un acte d'autorité de la part d'Éric Ciotti qui, d'un autre côté, mène la danse aussi. Il faut dire, c'est quand même eux qui ont obtenu le plus de choses de la part du gouvernement 6 mois après une présidentielle complètement ratée. Donc les LR, ils peuvent quand même être gagnants dans cette bataille des retraites. Mais vous qui êtes, on va le faire peut-être plus brièvement, mais vous qui êtes à l'Élysée, vous êtes la correspondante à l'Élysée, à Matignon, ils sont comment là, les Renaissance, la majorité, le gouvernement, ils sont comment là? Alors la majorité, ils estiment un peu avoir limité les dégâts. C'est-à-dire, bon, LR ne les a pas complètement lâchés. La rue s'est quand même beaucoup mobilisée, ça, ils l'ont bien vu, et ils comptent bien tenir compte. Ils préparent là le prêt, en fait. Pour eux, cette réforme devrait être votée. Bon, ils mettent peut-être un peu la charrue avant les bœufs, parce que la rue, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, oui, la rue s'est exprimée dans le calme, massivement, et va s'exprimer encore le 7 mars. Ils vont en tenir compte, ils observent tout ça de près. Ils estiment avoir à peu près limiter les dégâts. Ils comptent, c'est-à-dire en ayant encore le soutien de la droite, du moins l'espère-t-il, d'une majorité fragile, mais tout de même suffisante pour que le texte passe sans 49.3. Ça reste quand même leur objectif. Et puis ensuite, très vite, si le texte est voté, il va falloir une réponse, c'est-à-dire répondre à cette demande d'égalité, de justice de la part d'une grande partie des Français. Alors justement, la rue, elle s'est mobilisée, 5 jours de mobilisation, il y avait un peu moins de monde cette semaine, mais les syndicats le pressentaient. Alors c'est vrai que Laurent Berger et Philippe Martinez, pour la FDT et la CGT, sont très remontés, notamment contre LFI. Il y a eu ce tweet de Laurent Berger qui a dénoncé le spectacle désolant au mépris des travailleurs, donc ça c'était pour vendredi soir. Et on va écouter Philippe Martinez, le patron de la CGT. Il était l'invité de BFM TV aujourd'hui. Il y avait une volonté
de ne pas aller à l'article 7 pour des raisons qu'on retrouve parfois sur les bancs de l'Assemblée nationale et notamment à la France insoumise, de s'approprier ce mouvement social et de faire passer les organisations syndicales au second plan. Donc pour être très clair, vous reprochez à une partie de la France insoumise d'avoir en réalité voulu faire de l'obstruction pour ne pas arriver à cet article 7. Vous leur dites, vous vous êtes trompés, ce n'était pas la bonne stratégie. On leur dit depuis le début, et ils ne vous ont pas écouté. Et la CGT n'est pas la seule, parce que je pense que... Laurent Berger, de la même manière. Je suis sûr que Laurent Berger a la même position que moi, on a eu l'occasion d'en discuter. Et c'est un problème. Voilà, c'est un problème, hein, petite mise au point aujourd'hui. C'est vrai que les syndicalistes, pour l'instant, c'est eux qui sont peut-être qui sortent le plus grandis de cette oui, bataille. Tout à fait. C'est ce qui ressort à la fois des enquêtes d'opinion. Puis on a vu effectivement que les manifestations s'étaient bien passées dans le calme. Tout ça a été très bien organisé. En plus, il y a cette espèce d'unité syndicale qui, pour l'instant, tient. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir à partir du 7 mars, à partir du moment où la CGT appelle à une grève reconductible, ce qui n'est pas la ligne de la CFDT et donc pas la ligne de Laurent Berger, il va falloir voir si cette unité syndicale, d'une part, tient. Et puis, d'autre part, effectivement, si on va plus vers des grèves reconductibles, est-ce que ça ne va pas user un petit peu aussi les Français qui certes sont opposés très majoritairement à cette réforme des retraites, mais n'ont pas envie non plus d'être pénalisés dans leur vie quotidienne. Donc ça va être la ligne de crête assez compliquée pour les syndicats et pour cette unité syndicale à tenir. Et puis surtout parce que, en plus, on parlait là de l'exécutif. Emmanuel Macron, il est dans une espèce de double incapacité. D'une part, il est obligé de réformer parce qu'il en a fait l'acte majeur, cette réforme des retraites, l'acte majeur de son quinquennat, donc il ne peut pas reculer. Et double incapacité aussi parce qu'il ne peut pas faire autrement que de passer en force sur cette réforme. Il n'a pas d'autres moyens. Alors, passer en force, alors on revient au blocage. Jean-Luc Mélenchon a appelé ses partisans, en tout cas, à bloquer le pays. Elisabeth Pinault, est-ce que c'est ça qui va faire peur au gouvernement? Est-ce que c'est ça qui peut le faire reculer? C'est à double tranchant. Vraiment, une nouvelle séquence commence le 7 mars. Comme vous l'avez dit, un pays bloqué, ça peut effrayer tout le monde et faire reculer des gouvernements. C'est arrivé par le passé. Mais ça peut aussi se mettre à dos une partie du pays qui ne veut... Voilà, est-ce que les Français veulent encore manquer d'essence? Est-ce qu'il y a quand même... Et pourtant, il y a beaucoup de monde dans les rues. Il y a beaucoup de monde dans les rues. 1 million de personnes. Absolument, c'est un mouvement soutenu. C'était même, moi, j'y suis allée plusieurs fois dans les manifestations qui étaient nombreuses dans les petites villes, massifs dans les petites villes, les villes moyennes. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes, des familles entières, des gens qui pensent aux autres, des messages qui étaient que l'argent aille au salaire et pas à la guerre et pas aux actionnaires. C'est quand même des messages que le gouvernement doit entendre. Donc il doit tirer des leçons. Donc en fait, une nouvelle séquence commence le 7 mars. Et c'est vrai qu'un durcissement du conflit, ça peut... aider le conflit, mais ça peut aussi lui revenir en boomerang. Ça peut aussi crisper. Très bien, merci. On va suivre ça avec attention le 7 mars. On n'a pas parlé de Marine Le Pen. Est-ce que c'est elle qui a le mieux tiré, juste très brièvement? Oui, finalement. Marine Le Pen, elle tire quand même vraiment les marrons du feu, comme on dit, parce que elle apparaît finalement aujourd'hui dans les sondages comme la première opposante, oui, alors qu'elle s'est peu manifestée à l'Assemblée nationale, à part la motion de censure de vendredi soir. Et puis parce que la France insoumise, finalement, a légitimé tous les députés RN qui, eux, étaient très calmes, très institutionnels, parfaits. Donc la France insoumise a contribué un peu à légitimer les députés du Rassemblement national. Et puis Marine Le Pen, pour l'instant, elle laisse faire, en espérant peut-être que cette réforme passe, parce que finalement, de supprimer la réforme à 64 ans, ça peut être son thème de campagne pour 2027. Eh bien, nous suivrons tout ça avec attention dans Un dimanche en politique. J'allais dire en campagne. Non, bientôt. Merci encore à vous.